Bonjour à toutes et à tous. Pour le tuto Rapace Angevin, nous allons à la rencontre de professionnels de santé pour vous faire découvrir leur métier en s'immisçant dans leur quotidien. C'est parti! Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le professeur Mépanlou, qui est pharmacienne biologiste et responsable du laboratoire de PMA au CHU d'Angers. Elle nous a aujourd'hui donné rendez-vous pour nous présenter ses activités. On y va! Bonjour. Quand j'ai dû choisir ce que je voulais faire, je ne savais pas du tout quoi faire. Et puis j'ai croisé des gens qui m'ont dit « Oh là là, biologie, c'est merveilleux, il faut que tu fasses biologie ». Donc j'ai fait mes études de pharma à Marseille. J'ai eu l'internat donc à Marseille. Et là, j'ai commencé à faire mes stages comme tout le monde. Bon, j'avais pas la révélation que j'attendais. Je vous parle de ça, c'était il y a longtemps, et la fécondation in vitro, c'était très peu connu. Et finalement, pendant un choix, j'ai un copain qui me dit « Oh écoute, j'ai fait un choix en AMP, c'est super, personne ne connaissait cette spécialité ». Et je suis arrivée dans un petit hôpital à Marseille, et alors là, la révélation, la fécondation in vitro. Je trouvais ça absolument génial de voir... de manipuler les gamètes, les embryons, de voir les patients. Enfin, je trouvais ça extraordinaire. À l'époque, il y avait des agréments qui étaient nominatifs et ça m'a permis aussi d'arriver à Angers en amenant mes agréments, c'est-à-dire en permettant en fait qu'au CHU, on puisse faire certaines techniques qui n'étaient pas faites, comme l'ICSI et la congélation embryonnaire. J'ai eu l'impression d'être allée finalement au bout de cette carrière et d'être un petit peu passée par pas mal d'étapes qui sont utiles. Parfois la voie n'est pas très droite, être parti dans le privé, revenir à l'hôpital, être PH, passer MCU, c'est pas forcément le circuit habituel, mais bon, c'est intéressant parce que j'ai vu plein de choses, de gens et de différents, et voilà, et la voie finalement, le champ des possibles est important. Alors une de nos activités principales, c'est de suivre l'évolution embryonnaire et d'arriver à sélectionner parmi les embryons d'une patiente quels sont ceux qui vont pouvoir s'implanter. Donc pour ça, on utilise à l'heure actuelle un appareil qui est l'embryoscope qui nous permet de suivre l'évolution complète de l'embryon et donc sur des critères morphocinétiques, on va choisir les embryons à replacer dans l'utérus maternel. Donc, dans le laboratoire d'AMP, il y a plusieurs types d'activités. Il y a l'activité d'AMP à proprement parler, c'est-à-dire tout ce qui est insémination, fécondation, in vitro. Donc pour ce faire, il y a plusieurs parties dans le laboratoire. Cette partie-ci du laboratoire est dédiée à la préparation du sperme avant assistance médicale à la procréation, puisque le sperme est traité pour être utilisé en insémination, en FIV ou en ICSI. Les ovocytes sont cherchés sous cette grotte. Et puis bien sûr, après, en fin d'activité, on va mettre en fécondation les ovocytes et les spermatozoïdes. Et tout ça se fait dans cette pièce-ci, qui est la pièce que l'on appelle des suites. Donc la mise en fécondation se fera en fécondation in vitro classique ou par ICSI sous des micro-injecteurs, comme ça. Puis bien sûr, après, derrière, les embryons sont observés quotidiennement. Là, c'est ce que je vous ai montré ce matin. Et derrière, les embryons qui ne sont pas transférés chez la patiente seront congelés. Une partie de l'activité du laboratoire qui est la congélation. Donc bien sûr, on prépare des échantillons biologiques dans le laboratoire, à savoir les embryons qui ont été congelés au décours d'une tentative d'AMP, donc dans des grosses cuves comme ceci, dans l'azote liquide. Mais on a aussi des gamètes et des tissus germinaux, puisque une des autres activités du laboratoire d'AMP, c'est la préservation de la fertilité, c'est-à-dire garder des gamètes ou des embryons ou des tissus germinaux pour des patients dont la fertilité est menacée. Donc l'ICSI consiste à préparer d'une part les spermatozoïdes du patient et d'autre part à isoler les ovocytes de la conjointe. Donc ces ovocytes sont isolés, ils sont débarrassés de leurs cellules protectrices et ensuite ils sont mis dans une petite boîte sous un microscope que vous voyez ici. Et à l'aide de micropipettes de verre, on va d'une part attraper un spermatozoïde du patient et
grâce à cette micropipette de verre, on va aller injecter le spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovocyte de sa conjointe. Vous voyez, l'ovocyte est tenu par une plus grosse pipette de verre. On injecte le spermatozoïde, on casse la membrane plasmique et on dépose ce spermatozoïde dans le cytoplasme ovocytaire. Voilà. Et le produit de fécondation est mis en culture. Donc, il a été décidé de faire une autoconservation parce que, comme je vous l'ai expliqué, le sperme fluctue autour de valeurs normales et il se peut que le jour de la tentative, on n'ait pas de spermatozoïdes lors du prélèvement et à ce moment-là, on utilisera les paillettes qui ont été conservées. Donc, comment ça va se passer? On va vous demander d'avoir un éjaculat et on va conditionner cet éjaculat dans des petites pailles. Alors, c'est des petites pailles comme ça, qui ont une couleur bien spécifique et qui portent un numéro qui vous est propre. D'accord? Donc ces paillettes vont être constituées et ensuite elles vont être descendues progressivement jusqu'à moins 196 degrés et elles seront conservées dans l'azote liquide. Elles peuvent être utilisées très longtemps. Il n'y a que vous qui avez le droit de mobiliser ces paillettes et d'autoriser à ce qu'on les utilise. Si on doit les déplacer, si on doit les détruire, si on doit les utiliser, il faudra que vous soyez présent et consentant. Aujourd'hui, la manip que l'on essaie de faire, c'est d'essayer de voir si ce phénomène d'effondrement du pool mitochondrial au cours du vieillissement existe chez la souris, d'une part, et si elle existe chez la souris qui présente des mutations de l'ADN mitochondrial, d'autre part. Donc, on a récupéré aujourd'hui des ovaires chez des souris. Donc, ces ovaires ont ensuite été disséqués pour permettre de libérer les follicules, des follicules anthro, c'est-à-dire des follicules matures, l'ovocyte que l'on a pu récupérer, décoroniser, c'est-à-dire qu'on l'a débarrassé de ses cellules protectrices, et chaque ovocyte que l'on a récupéré, on l'a isolé dans un petit tube. Et bien sûr, l'idée derrière, c'est de quantifier l'ADN mitochondrial dans cet ovocyte isolé. Puis après de comparer cette quantité moyenne d'ADN mitochondrial en fonction de l'âge de la souris et en fonction de la présence ou non d'une mutation dans l'ADN mitochondrial.